Je voudrais bien sûr saluer le président de l'UFE, Robert Durdy, dont on me dit que c'est peut-être sa dernière assemblée générale. Donc j'en profite pour lui dire tout le bien que je pense avec d'autres de l'UFE depuis toujours, sa capacité à rassembler des inconciliables, faut quand même le noter, à parfois être un peu rugueux quant à la mise en perspective d'études qui ne plaisent pas toujours aux uns et aux autres, c'est difficile. Donc je veux saluer cette capacité que l'UFE a toujours eue d'être pour la France une entité sinon homogène, en tout cas constante dans la volonté de faire une œuvre collective indispensable lorsque dans le rapport européen on veut peser sur les choix qui sont faits. Je veux aussi saluer le député européen M. Riquet, et puis vous saluer toutes et toutes dans une fonction où je me dois effectivement d'être extrêmement sérieux. J'avais parfois l'habitude de m'écarter un peu de mon propos. Là, je vais d'une rigueur et d'une rigidité que vous ne me connaissez pas. Au-delà de la technique et des technologies, le fonctionnement du système énergétique qui est à la croisée de plusieurs dimensions, ça vient d'être rappelé. Politique, d'abord, inévitablement, environnementale, économique et juridique. Alors, politique, c'est assez simple à concevoir et à évoquer, puisque les États s'engagent, et le discours de Mme Royal ce matin à l'ouverture de votre colloque, un discours dense, intense, sur la mise en œuvre concrète de la loi de transition énergétique, mais aussi la mobilisation du monde entier, de beaucoup d'États, pas tous, mais presque pour la COP 21, nous le démontre. Environnemental, là je fais court, Nicolas Hulot fait ça bien mieux que moi, c'est la survie de la planète qui l'impose et c'est celle de ses habitants qui l'exige, donc nous n'avons plus à discuter, mais nous avons à agir. Économique, le market design et les business models se cherchent un peu. Dans une autre fonction, j'aurais dit rendez-vous sur Mythique, mais là je ne peux pas me permettre de dire ça, puisque je reste sérieux. Juridique, les régulations, et là je vais rester très poli, courtois, c'est indispensable, les régulations parfois asymétriques prolifèrent, tâtonnent et s'enchevêtrent. Je pense que là c'est une terminologie qui est acceptable par tous, qui illustre le temps dans lequel nous nous trouvons, parfois de difficulté à comprendre les choses. Notre responsabilité à tous ici, qu'on soit producteurs, transporteurs, distributeurs, consommateurs d'énergie, est de faire fonctionner le nouveau système énergétique, en prenant en compte l'ensemble de ces contraintes que je viens de citer, de ces exigences, de ces attentes et de ces impulsions pour être effectivement positif, j'oserais dire, et l'ensemble de ces énergies, puisqu'il ne faut pas, là non plus, faire preuve d'intégrisme, et j'ai parfois évoqué le power to gas, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne l'évoque pas, y compris lorsqu'on transporte de l'électricité. Mon sentiment est qu'il peut y avoir une fracture aussi, c'est important, entre deux conceptions de mise en œuvre de la politique énergétique aujourd'hui. Une conception un peu technico-juridico-économique, axée sur les réflexions autour des mécanismes de marché, on a cité quelques-uns, et sur la mise en place de règles. On pense à des choses très ciselées, très fines, très étayées, mais on est parfois rattrapé par d'autres aspects, restés en dehors du scope, plus irrationnels ces aspects-là. La sociologie des acteurs, pas toujours bienveillants, les problématiques économiques, notamment comment trouver les garanties pour investir dans le long terme, la prééminence de la dimension politique inévitable, c'est notamment la question de l'indépendance énergétique, les arbitrages écologiques, la priorisation des interconnexions, pas toujours indispensables mais politiquement nécessaires, et toutes les exigences sociétales des citoyens et des consommateurs, ce sont parfois les mêmes. Vous me direz, chacun son job, mais la transition est transverse et par nature, on doit s'intéresser aux deux aspects. Cela explique la situation actuelle d'un monde énergétique tiraillé par des forces contradictoires. Création d'un marché carbone qui, à ce stade, ne résout pas le problème majeur, par exemple, de la priorité économique du charbon sur les autres sources d'énergie, même en Europe. Le développement de l'autoproduction, autoconsommation, mais la nécessité aussi de développer les réseaux et des systèmes pour intégrer l'intermittence des énergies renouvelables lorsqu'elles le sont intermittentes, et par ailleurs, faire encore face, pour quelques années, j'imagine, à une pointe qui existe encore, dans notre pays notamment. Développement d'une surcapacité de production électrique en moyenne, mais de besoins de capacité de backup et de moyens de flexibilité qui doivent eux aussi trouver leur rentabilité. Et ce n'est pas toujours gagné. Accélération du temps énergétique, mais c'est le fait sociétal, ralentissement du temps de construction des ouvrages. Et j'ai découvert récemment que même lorsque ces ouvrages sont enterrés, il faut autant de temps pour aboutir que lorsqu'ils sont aériens.
Pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est un constat que je me dois de vous faire partager. Interdépendance physique croissante des États membres, mais balbutiement, et je reste correct, des mécanismes de coordination des politiques énergétiques nationales. On crée les conditions de développement de nouveaux usages, par exemple le véhicule électrique, le stockage, ça va parfois de pair, dont on sait qu'ils pourront apporter des solutions pertinentes pour l'avenir, ça a été évoqué, mais qui doivent encore trouver leur place dans le paysage économique futur. Donc la mise en œuvre du marché de capacité et des appels d'offres relatifs à l'effacement, la prise en compte de l'interruptibilité, chère aux électro-intensifs, sont autant de réponses progressives, organisées, pour que le market design rencontre les business models des opérateurs qui devront pouvoir demain inscrire leur activité dans la durée. Sinon, il n'y a pas de salut pour un équilibre d'ensemble de notre système énergétique. Il faut donc avoir l'obsession de réconcilier ces deux visions, la nécessité de proposer aux acteurs un business model qui fonctionne. J'oserais le dire, le président du CER est sorti, donc je sais que je peux parler en son absence, sans que les modèles figés pour 20 ans pour les uns obligent les autres à revisiter le leur en permanence. Je dis ça parce qu'on en parle. La lisibilité des annonces de Madame la Ministre ce matin concernant les nouveaux appels d'offres des ENR, la sécurité d'approvisionnement, l'efficacité énergétique, la flexibilité des infrastructures, mobilise tous les opérateurs sur la trajectoire vertueuse d'un système énergétique européen décarboné à un coût maîtrisé et optimisé. Il ne faut donc rien négliger, et qu'on le veuille ou non, par exemple, le développement du stockage est en route. Même chez RTE, pour l'avenir, il ne faut pas s'interdire de penser à y recourir en accompagnement d'un dispositif d'écrêtement de la production intermittente. Dans le droit fil de l'action portée par mes prédécesseurs, et en particulier celle de Pierre Bornard, je crois qu'il est dans la salle. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il est l'homme des réseaux en Europe. Il est celui qui aura permis que les réseaux se regroupent. Et demain, on lui devra une fière chandelle lorsque nous aurons trouvé effectivement à harmoniser encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui l'ensemble de ces interconnexions. Donc je voulais lui rendre hommage à l'occasion de ce colloque de l'UFE. Je pense qu'il le mérite. Même si vous voulez applaudir, vous pouvez le faire. Parce que franchement, des gens comme ça, merci à lui. Parce qu'effectivement, au niveau des opérateurs de réseaux européens, nous devons continuer à harmoniser les normes, c'est un des chantiers, à échanger dans des plateformes communes, à consolider la robustesse de nos systèmes d'exploitation, tout en respectant les intérêts et la sensibilité particulière de chacun des pays d'Europe. C'est ça l'exercice qui n'est pas le plus facile. L'heure est donc à la mobilisation générale, le consommateur devient acteur, c'est parfois déroutant. Le territoire régional a besoin, même s'il est à énergie positive, de la dimension européenne. Toutes les lignes bougent et au fond, la seule certitude que nous ayons dans le domaine qui est le nôtre, c'est de devoir rester en mouvement en permanence. Nous sommes dans l'ère de l'interactivité énergétique. Ségolène Royal nous disait ce matin que Jules Verne avait annoncé que l'électricité serait l'âme du monde industriel. À RTE, notre mission doit aller au-delà du rêve de Jules Verne. Nous devons être le cœur serein de la transition énergétique en France et le garant de la mise en œuvre d'une politique cohérente au service de tous en Europe. Je tiens d'ailleurs à remercier Maros Sefcovic, pour la manière dont je prononce son nom, d'avoir nommément cité ce matin, lors de son intervention, notre entreprise, parce que cela illustre parfaitement, s'il en était besoin, que les acteurs nationaux ont bel et bien un rôle à jouer et une place à prendre au niveau européen. Et c'est dans cet esprit de coopération que nous parviendrons à relever les défis qui nous attendent. Pour ce qui est de RTE, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, RTE restera l'artisan permanent de l'innovation technologique et partenariale pour la mise en œuvre d'une régulation efficace de la gestion des réseaux électriques en Europe, seule capable de garantir, et c'est ça qui est important, aux consommateurs, la qualité et la sécurité de leur approvisionnement. Je vous remercie.